au Bénin, alors que la date des prochaines élections est encore incertaine, les femmes ont décidé de s'approprier le code électoral. Elles sont aidées par un réseau de femmes anciens ministres et députés. Les Botswanais sont allés aux urnes ce vendredi pour les élections législatives. Le BDP parti au pouvoir est donné favori malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage. En Haïti, des partisans de l'opposition ont défilé jeudi dans les rues de Port-au-Prince. Ils réclamaient la libération de protestataires arrêtés au cours d'une manifestation la semaine dernière. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. Je l'annonçais en titre, au Bénin, on ne connaît pas encore la date des prochaines élections communales et locales, mais les femmes laissées en rade dans l'ensemble sur le sens de la portée des instruments électoraux ont décidé de s'approprier le code électoral. Pour y arriver, elles se sont tournées vers leurs sœurs qui ont gravi des échelons dans la société, femmes ministres, députés, cadres à divers niveaux. Reportage. La gente féminine au Bénin. À elle seule, elle constitue 52% de la population béninoise. Un électorat de choix pour tout scrutin. Mais peu informé et peu outillé, son suffrage se traduit peu ou prou en actes. Pour le compte des prochaines joutes électorales, le réseau des femmes baromètres pour une autre gouvernance, le RIBAG, s'engage alors à changer la donne. Et ce, à travers l'organisation de cette journée de formation sur le code électoral à l'intention des femmes, toutes couches sociales confondues. C'est l'état de veille qui a véritablement commencé. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons fait confiance à nos hommes, nous nous sommes laissés entraîner par eux, mais vu les résultats politiques de notre pays aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous avions une responsabilité et qu'il faut que cette responsabilité-là, nous la prenions et que nous jouons réellement notre rôle dans la société béninoise. Pour les bénéficiaires, l'initiative vient à point nommé et peut bien impacter les échéances électorales en vue. C'est une très belle initiative qui nous permet de connaître les tenants et les aboutissants des élections qui se passent dans notre pays. On est informé et désormais si quelqu'un vient nous mentir, nous pouvons se lever pour leur dire non, qu'on en a assez. Ces femmes outillées se feront désormais les porte-voix du réseau dans leur famille, les lieux de travail et au sein de leur groupement associatif d'appartenance. Parallèlement, la mobilisation au rendez-vous pour exiger la tenue des élections législatives et présidentielles à bonne date, celles municipales et locales étant reportées sine die. Le Mali a enregistré son premier cas confirmé d'Ebola, une fillette de 2 ans venue de la Guinée voisine. La malade a aussitôt été placée en quarantaine à Kaye, dans l'ouest du pays. Ses proches ont aussitôt été mis sous surveillance. Reportage. La petite fille, âgée de 2 ans, est originaire de Kaye, dans l'ouest du pays. Elle revenait de la Guinée. Après avoir perçu les premiers symptômes, fièvre et saignement de nez, sa famille a d'abord consulté un voisin infirmier qui a immédiatement indiqué le chemin de l'hôpital. La cellule d'urgence nationale jointe, l'alerte a été donnée. Le prélèvement sanguin effectué, les résultats ont confirmé que la petite fille était bien porteuse du virus Ebola. Sans coup férir, l'enfant malade et les personnes qui ont eu un contact avec elle ont immédiatement été identifiées et prises en charge selon les normes requises en la matière. Un premier cas importé de maladie à virus Ebola sur le sol malien que les autorités affirment gérer avec assez de circonspection. À travers un communiqué largement diffusé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus et en appelle au calme et à la sérénité des populations. En avril, le Mali avait enregistré quelques cas suspects, mais les analyses avaient exclu la contagion au virus Ebola. À ce jour, la fièvre hémorragique virale a fait près de 5000 morts sur environ 10 000 cas enregistrés dans 7 pays, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, et le cycle infernal n'est pas prêt de s'achever. Alors que le ministère malien de la Santé annonçait ce jeudi avoir enregistré son premier cas confirmé d'Ebola, les Maliens ne cèdent pas à la panique. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit d'une situation maîtrisable par l'OMS et les autorités de Bamako. Je vous propose ici de suivre quelques impressions recueillies ce vendredi dans la capitale Bamako. J'ai en fait confiance aussi à l'Organisation mondiale de la santé et au gouvernement malien. Je pense qu'ils trouveront des solutions nécessaires pour cette maladie ici. En fait, comme tout le monde, quand on a su qu'il y a eu un nouveau cas d'Ebola, on évite toutefois
de serrer la main à tout individu, mais j'ai confiance. Je pense que ça peut être circoncis, si toutefois l'information passe. Sinon, c'est un motif d'inquiétude quand même. J'impose le lavage aux mains, au savon. Ouais. Donc ça, c'est déjà le premier dispositif. Mais bon, maintenant le reste, on attend de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, on n'est pas trop informé là-dessus. Je dirais que j'ai vraiment confiance dans le dispositif sanitaire à partir du moment où c'est à travers le ministre même de la Santé que moi j'ai appris comme tout le monde. Donc ça veut dire que suffisamment qu'ils ont eu le temps de se préparer pour ça, quoi. Un médecin vivant à New York qui a travaillé en Guinée avec l'ONG Médecins Sans Frontières a contracté le virus Ebola. Il devient ainsi le premier cas avéré enregistré à New York et le 9e cas soigné aux États-Unis. Il a été placé en isolement dans un hôpital de la ville. Reportage. Un médecin récemment revenu d'Afrique et hospitalisé en urgence jeudi à New York a contracté le virus Ebola. Craig Spencer, puisque c'est de lui qu'il est question, avait été hospitalisé en urgence avec une forte fièvre et des douleurs abdominales. Il avait alors subi des examens pour déterminer s'il souffrait du virus Ebola. Craig Spencer, 33 ans, s'est lui-même placé en isolement dès qu'il a ressenti une forte fièvre jeudi afin de limiter les contacts. Selon certaines sources, il était rentré depuis peu de Guinée, l'un des 3 pays d'Afrique les plus touchés par le virus. Il y travaillait pour Médecins Sans Frontières et y avait traité des malades souffrant du virus. Lorsqu'il avait été hospitalisé, il avait 39,4 degrés de fièvre, a-t-on appris de sources médicales. Mais les résultats des examens, il faut le préciser, sont préliminaires et devront encore être confirmés par les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Le malade est hospitalisé à Manhattan, à l'hôpital Bellevue, l'un des 5 établissements spécialement préparés pour gérer les éventuels cas d'Ebola à New York. Les autorités new-yorkaises ont également placé en quarantaine 3 personnes qui ont été en contact direct avec lui, sa fiancée et 2 de ses amis. Craig Spencer est le 9e cas d'Ebola soigné aux États-Unis. À l'exception du Libérien Thomas Duncan, diagnostiqué trop tard, toutes les personnes traitées sur le sol américain ont survécu au virus. 6 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'assaut par la police d'une maison près de Tunis où un groupe armé était retranché depuis hier. Cet assaut intervient alors que la Tunisie craint des attaques djihadistes à l'approche des législatives de dimanche. Pour leur part, les Tunisiens de France ont commencé à voter aujourd'hui pour ce scrutin. Nous vous invitons à suivre ici les impressions après vote de quelques électeurs de Paris. J'ai pas l'impression que tout soit transparent. On a mis quand même une demi-heure à trouver mon nom quand je suis venue chercher mon passeport tunisien. Quand vous entrez, vous votez, certes, il n'y a pas d'isoloir. Ce sont de grandes boîtes en carton ouvertes. Donc j'étais un petit peu étonnée. Je ne sais pas s'il y a une intention dans tout ça, de vouloir biaiser ou faire que ces élections ne se passent pas bien. C'est vrai que c'est dans le processus électoral, c'est tout nouveau, tout jeune. Mais on a les moyens. En Tunisie, en France, on a les moyens. On prend du temps pour se déplacer et là, ils nous renvoient ailleurs. On ne peut pas. C'est pour décourager les élections, pour saboter les élections. La corruption, elle continue, c'est-à-dire les voix de tel, on les donne à tel, les voix de tel, on les donne à tel. Il y a des gens qui sont inscrits, ils ne retrouvent pas leur nom. Et je vois que c'est c'est malheureux quoi, pour la Tunisie. J'ai voté. Voilà, sans me fâcher, sans rien du tout. Et si on veut avancer pour notre pays, il faut être calme, il faut supporter les choses. Et on est qu'au début. Non, je ne suis pas connue, moi je suis une autre. Je ne suis pas connue, moi. En 2011, c'était la première fois, maintenant c'est la 2e fois. Les gens s'habituent petit à petit et on va arriver un jour à être comme tout le monde. La Révolution française, elle a duré 100 ans. Alors, nous, notre révolution, elle vient de débuter, donc c'est pas facile de changer les choses comme ça en un clin d'œil. Les Botswanais ont également commencé à voter ce vendredi pour les élections législatives. Le BDP, parti au pouvoir qui dirige ce pays depuis 1966, est donné favori. Ceci malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage et les effets de la crise mondiale. Les images.
Très tôt ce matin, le président Yann Kama a voté dans la matinée dans son village rural de Serowi, dans une zone semi-désertique à 300 km au nord de la capitale Gaborone. Doublant la file d'attente, il ne s'est pas attardé pour saluer ses sympathisants. Il a déposé son bulletin dans l'urne et a rapidement quitté les lieux. Ces élections législatives étaient très attendues dans le pays. Elles devraient reconduire au pouvoir le parti qui dirige ce pays d'Afrique australe depuis 1966. Le président était accompagné de son jeune frère, Tchekedi Kama, ministre de l'Environnement, de la Nature et du Tourisme. Le poste est important dans ce pays plus vaste que la France, mais peuplé de 2 millions d'habitants seulement, où le tourisme dans les parcs naturels représente une importante source de devises en complément des revenus de l'extraction de diamants, la vraie richesse nationale. Près de 824 000 électeurs sont appelés à choisir les députés de cette ancienne colonie britannique, aujourd'hui considérée comme l'une des démocraties les plus apaisées et les moins corrompues du continent. Le Parlement élira ensuite le chef de l'État conformément à la Constitution et les analystes ne doutent guère que Yann Kama entamera à 61 ans un second mandat malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage et les effets de la crise mondiale. En Haïti, des partisans de l'opposition ont défilé jeudi dans les rues de Port-au-Prince, ceci pour demander la libération de manifestants arrêtés au cours d'une manifestation la semaine dernière. C'était à l'occasion de la commémoration annuelle de la mort de Jean-Jacques Dessalines, assassiné en 1806, 2 ans après l'indépendance d'Haïti. Précisons que pouvoir et opposition s'affrontent en Haïti depuis des mois. Les élus de l'opposition ont refusé d'adopter une loi permettant l'organisation d'élections car ils craignent que les scrutins ne soient manipulés par le pouvoir. Le Premier ministre Laurent Lamotte avait promis début octobre que les élections législatives se tiendraient le plus vite possible. Les dirigeants européens se sont engagés ce vendredi à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. C'est ce qu'on peut retenir des négociations ardues qui ont démarré hier à Bruxelles entre les dirigeants européens. Ils sont réunis pour tenter de boucler leur plan d'action sur le climat. Reportage. Réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030, objectif ambitieux. Cependant, les dirigeants européens s'y engagent dans le but de mettre l'Europe en position de leader mondial. L'accord a été obtenu à l'issue de discussions ardues qui ont duré près de 8 heures à Bruxelles. C'est un bon accord. Comme tout bon accord, c'est un compromis. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Et je veux remercier tous les pays qui y ont contribué, c'est-à-dire les 28, car ils n'étaient pas dans la même situation. Je peux dire en conclusion que je suis très satisfaite. Vous savez qu'il y a eu de très longs débats et vous savez que pour certains pays, cela a été plus difficile que pour d'autres. En dehors du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, les 28 chefs d'État et de gouvernement se sont aussi entendus sur 2 autres objectifs. Porter la part des énergies renouvelables à 27% de la consommation et faire 27% d'économie d'énergie par rapport à 1990. Pour l'Europe, c'est aussi une vision de son avenir énergétique, de son avenir industriel, et aussi de son avenir en termes de mode de vie. Avoir une autre conception de la consommation de l'énergie, des modes de transport, des modes de consommation ou des modes de production. Et c'est aussi une forme d'économie du bien-être que nous sommes en train de préparer. Quoi qu'il en soit, le nouvel accord européen sur le climat ne fait pas que des heureux. Pour les amis de la Terre, les objectifs sont bien en deçà de ce qui pourrait être fait par l'Europe pour combattre le changement climatique. Une action insuffisante de la part des pays les plus riches fait peser le fardeau sur les populations les plus pauvres, les plus affectées par le changement climatique et les moins responsables de cette crise. Ce sera tout pour cette édition préparée par toute la rédaction. Merci de nous avoir suivis.